Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Entre le 8 octobre et le 22 novembre 1943, le Liban a traversé 45 jours décisifs, marqués par un bras de fer politique avec la France mandataire, l'arrestation des dirigeants libanais et une mobilisation populaire sans précédent. Comment ces semaines ont-elles conduit à la proclamation de l'indépendance du 22 novembre 1943 ? Retour sur un moment fondateur de l'histoire du Liban dans ce reportage. Automne 1943. Le Liban est encore officiellement sous mandat français, un mandat exercé depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Mais l'équilibre est fragile. La Seconde Guerre mondiale bouleverse les rapports de force et au lendemain du débarquement allié au Levant, la question de la souveraineté libanaise revient au premier plan. Le 8 octobre, le nouveau président Béchara el-Khouri et son premier ministre Riyad el-Solh déclarent leur intention de modifier la Constitution. Parce que la Constitution de 1926, c'était une Constitution qui incluait le mandat dans le système libanais. Alors, la première chose que les députés ont fait d'après la demande du gouvernement, c'est de supprimer toutes les clauses et tous les articles qui sont en rapport avec le mandat. Le 3 novembre 1943, le Parlement adopte les amendements constitutionnels retirant les prérogatives françaises. Pour les Libanais, c'est une affirmation de souveraineté. Pour Paris, c'est une rupture unilatérale du cadre légal du mandat. La réaction des Français a été brutale, disons, parce qu'ils ont donné l'ordre d'attraper le président de la République, le président du Conseil et les ministres, et ils les ont envoyés à la forteresse de Rachaya ou dans la Beka. Bon, ceci va entraîner automatiquement un tollé général à tous les points de vue, ce qui va obliger les autorités françaises qui étaient à Alger, le général de Gaulle, qui était chef de la France libre, à envoyer le général Catroux pour régler la situation. Des manifestations éclatent à Beyrouth, Tripoli, Saïda et Tyr et dans de nombreuses localités du Mont-Liban. Écoles fermées, commerçants en grève, cortèges massifs dans les rues. Pour la première fois, c'est la société civile libanaise entière qui se lève pour réclamer l'indépendance. Catroux arrive, c'était carrément la pagaille. Il s'est réuni avec le patriarche maronite, il s'est réuni avec pas mal de gens. Ils lui ont signifié « On ne parle pas avec vous, va aller voir le président de la République et le président du Conseil. » Donc il est allé faire une réunion avec le président de la République, avec Riyad el-Solh, et finalement ils lui ont fait comprendre qu'il n'y a pas moyen. Nous ne parlons pas avant de sortir. La France ne peut plus maintenir la ligne dure. Le 21 novembre, le représentant du gouvernement français, le général Catroux, annonce la libération des dirigeants libanais. Tout le peuple attendait cette chose. Depuis très longtemps, les Libanais ont toujours attendu leur indépendance, depuis l'époque ottomane. Et donc, quand ceci a eu lieu, ce fut, comme vous avez dit, une liesse générale. Le 22 novembre, le gouvernement est rétabli, les amendements constitutionnels prennent effet, et le Liban proclame officiellement son indépendance. Dans les rues de Beyrouth, la foule se rassemble pour célébrer la fin du mandat et la naissance d'un État souverain. Le Hezbollah enterre son chef militaire, Haytham Tabtaba'i, tué dans un bombardement israélien. Une disparition majeure qui ravive les tensions, fragilise le mouvement et surtout accentue la pression internationale sur le gouvernement libanais pour désarmer l'organisation. Les funérailles du chef militaire du Hezbollah, Haytham Tabataba'i, se déroulent dans la banlieue sud de Beyrouth. Son assassinat par une frappe israélienne change la donne et place le gouvernement libanais sous une pression croissante. Le Hezbollah a appelé ses partisans à se rassembler. Les funérailles de Haytham Ali Tabataba'i, présentées par Israël comme le chef d'état-major du parti, sont organisées sous haute tension. Largement inconnu du grand public jusqu'à son assassinat, Tabataba'i était le plus haut responsable du Hezbollah,
tué depuis la fin de la guerre avec Israël il y a 1 an. L'attaque s'inscrit dans une série de frappes israéliennes menées ces dernières semaines sur le territoire libanais malgré le cessez-le-feu. L'armée israélienne dit viser les dirigeants et infrastructures du Hezbollah qu'elle accuse de se réarmer en vue d'un nouveau conflit. Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël ne permettra pas au Hezbollah de reconstruire son pouvoir. Il appelle le gouvernement libanais à désarmer le mouvement islamiste conformément à l'accord signé l'an dernier. Sous pression de Washington, Beyrouth est sommé de passer à l'action. Les États-Unis réclament la fin du financement iranien et l'application immédiate du démantèlement militaire du Hezbollah entre la frontière sud et le fleuve Litani. L'armée libanaise a soumis un plan. Elle s'engage à désactiver la présence armée dans cette zone d'ici la fin de l'année, puis progressivement sur tout le territoire. Mais sur le terrain, les responsables militaires préviennent. Les demandes sont impossibles à tenir. Manque de personnel, d'équipement et risque de confrontation directe avec les communautés locales soutenant le Hezbollah. Affaibli par la dernière guerre et privé de son axe logistique via la Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad, le Hezbollah se retrouve face à un dilemme stratégique. Selon une source proche du mouvement, 2 tendances s'opposent, répondre à l'assassinat ou s'en abstenir. Pour les analystes, la riposte directe serait suicidaire puisqu'Israël répliquerait très durement et personne au Liban ne remerciera le Hezbollah pour cela. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, plus de 330 morts et près de 1000 blessés ont été recensés au Liban. Alors que l'émotion domine aujourd'hui, une question plane. Jusqu'où ira le Hezbollah et à quel prix pour le pays? En Turquie, la visite du pape Léon XIV met en lumière 2 visions du christianisme dans le pays. Celle d'un patrimoine spirituel millénaire, incarné par la basilique submergée d'Izmik, et celle d'une communauté chrétienne qui, malgré quelques avancées, continue de dénoncer marginalisation et discrimination. À l'occasion du 1700e anniversaire du premier concile de Nicée, le pape Léon XIV se rend en Turquie. Une visite hautement symbolique qui révèle à la fois la profondeur historique du christianisme et les difficultés vécues par les chrétiens aujourd'hui. Immergée depuis des siècles à 50 mètres du rivage du lac Iznik, la basilique de Saint-Néophyte n'avait jamais été identifiée jusqu'en 2014. Sur des photos aériennes, l'archéologue Mustafa Shahin détecte les 3 nefs d'un bâtiment disparu. Construit à la fin du IVe siècle, l'édifice repose sur les ruines d'une ancienne église, celle-là même qui accueillit en 325 le premier concile œcuménique de Nicée, un rassemblement fondateur qui a façonné le credo chrétien. Effondrée au XIe siècle après une série de séismes, la basilique fut ensuite engloutie par la montée des eaux. Selon le professeur Shahin, elle fut érigée sur le lieu du martyre d'un jeune chrétien de 16 ans, néophyte, torturé et décapité pour avoir refusé de renier sa foi. Un site qu'il décrit comme un cimetière de martyrs, où plus de 300 tombes ont déjà été identifiées. Sous la surface du lac, les anthropologues ont mis au jour des ossements brisés, des crânes perforés, des traces de flagellation. Pour les chercheurs, ces vestiges racontent la violence des persécutions romaines et l'ancrage profond du christianisme en Anatolie. Sans la Turquie, il n'y aurait pas de christianisme, affirme Mustafa Shahin, rappelant les voyages de l'apôtre Paul et la place centrale de l'Anatolie dans les premiers siècles de la foi. Vendredi, le pape Léon XIV visitera la basilique pour marquer les 1700 ans du concile de Nicée. Un événement présenté comme une étape majeure du tourisme religieux, capable de transformer Iznik, 45 000 habitants, en un nouveau lieu de pèlerinage. Mais derrière cette célébration historique, la visite du pape ravive un autre débat, celui de la condition des chrétiens en Turquie. Au début du XXe siècle, ils étaient près de 4 millions. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'environ 100 000, une minorité souvent confrontée à un sentiment d'exclusion. Certains postes publics, bien qu'en théorie ouverts à tous, restent de facto inaccessibles aux non-musulmans. Pour Yohanna Aktas, président de l'Union des Assyriens hamidiates, les minorités ne sont pas perçues comme des citoyens à part entière. Dans Zigyan, rédacteur en chef du journal arménien Agos,
souligne qu'un seul haut fonctionnaire non musulman occupe un poste national. Cela résume tout. Le pouvoir turc met pourtant en avant des gestes d'ouverture. À Istanbul, l'église Mor Efrem, première église construite depuis 1923, voit le jour sur un terrain offert par l'État. Mais d'autres décisions, comme la conversion de Sainte-Sophie en mosquée en 2020, nourrissent les inquiétudes et la mémoire des violences passées. Entre intimidation, stigmatisation et fractures historiques, les communautés chrétiennes oscillent entre espoir et vigilance. Entre la basilique engloutie d'Iznik et le quotidien de ses fidèles, la Turquie expose deux visages du christianisme, l'histoire millénaire et le présent fragile d'une minorité qui espère encore trouver sa place. Au Soudan, cette fois, la médiation internationale pour mettre fin à la guerre fait l'objet de vives critiques. Le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, accuse le groupe médiateur du Quad d'être partial en raison de la présence des Émirats arabes unis qu'il accuse de soutenir les paramilitaires des FSR. Une prise de position qui complique encore un conflit déjà décrit par l'ONU comme la pire crise humanitaire au monde. À Port-Soudan, Abdel Fattah el-Burhan s'en prend à la médiation internationale. Le chef de l'armée soudanaise dénonce une médiation biaisée du groupe du CAD en raison de la présence des Émirats arabes unis. Les négociations semblent s'enliser. Dans une déclaration très polémique, le chef de l'armée soudanaise accuse le CAD de ne pas être impartial. Ce groupe de médiation, composé des États-Unis, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte et des Émirats arabes unis, cherche à mettre fin à la guerre qui oppose l'armée aux paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR. Burhan affirme que le monde entier a été témoin du soutien des Émirats aux rebelles, ajoutant que le CAD n'est pas innocent. Les Émirats démentent, mais la déclaration relance de fortes tensions diplomatiques. Dans une vidéo, Burhan s'attaque également à la dernière tentative de médiation américaine. L'émissaire Mas'ad Boulos, dépêché par Washington, proposait un nouveau cessez-le-feu. Le général l'a qualifié de pire proposition jusqu'ici, accusant les États-Unis de reprendre le langage d'Abu Dhabi. Une position qui fait écho au refus de l'armée d'accepter un accord prévoyant l'exclusion du gouvernement actuel et des FSR du paysage post-conflit. La réaction de Burhan intervient après un mouvement diplomatique inattendu. Les FSR et leur soutien présumé aux Émirats ont salué la volonté du président américain Donald Trump de mettre fin à la guerre. Selon l'ONU, le Soudan est devenu le théâtre de la pire crise humanitaire au monde, avec des milliers de morts et des millions de déplacés depuis avril 2023. Washington et Riyad assurent vouloir stopper les atrocités, tandis que l'armée soudanaise s'était dite prête à coopérer. Malgré les appels à la trêve, la réalité militaire est tout autre. Les paramilitaires, désormais maîtres du Darfour, une région aussi vaste que la France, ont intensifié leurs attaques dans le Kordofan, zone pétrolière stratégique. L'ONU a documenté des massacres, des viols, des pillages et des déplacements massifs, faisant craindre une escalade incontrôlable. Alors que la médiation internationale vacille, le conflit soudanais s'enlise. Entre rivalité régionale, ambition politique et accusations croisées, la paix paraît plus éloignée que jamais. À Genève, un nouveau pas semble avoir été franchi vers un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Les États-Unis et Kiev affirment qu'un futur accord devra garantir l'entière souveraineté ukrainienne alors que les Européens tentent d'influencer le processus pour éviter une paix imposée. Les tractations diplomatiques s'intensifient à l'heure où Moscou reste silencieuse et où la guerre continue sur le terrain. Pendant 2 jours de discussion à Genève, les délégations américaines et ukrainiennes affirment avoir réalisé des progrès significatifs. Au centre des échanges, un plan de paix en 28 points porté par le président américain Donald Trump. L'objectif ? Mettre fin à près de 4 ans d'invasion russe déclenchée le 24 février 2022. À l'issue des pourparlers, Washington et Kiev ont publié une déclaration commune. Tout futur accord devra pleinement respecter la souveraineté de l'Ukraine. La Maison-Blanche parle d'un pas en avant significatif, saluant des discussions constructives et respectueuses. Une nouvelle version du projet américain a été rédigée. Volodymyr Zelensky affirme que ce texte reflète déjà la plupart des priorités clés de Kiev. Son négociateur, Andrei Lemark, parle de très bons progrès.
Le secrétaire d'État, Marco Rubio, lui, se montre confiant. Les points restants ne sont pas insurmontables, assure-t-il. Mais un délai plane. Donald Trump a fixé au 27 novembre la réponse ukrainienne, tout en assurant que ce ne serait pas sa dernière offre. Car si Kiev et Washington avancent, Moscou reste à convaincre. Le premier projet avait été applaudi par Vladimir Poutine, car il reprenait plusieurs exigences russes, telles que la cession de territoire ukrainien, la réduction de l'armée de Kiev et la renonciation à l'OTAN. Un cadre jugé inacceptable par les Européens. À Genève, Paris, Berlin, Rome et Londres sont venus pour éviter une paix en forme de capitulation. À Washington, Jared Kushner et plusieurs conseillers proches de Trump participent aux négociations, tout comme le général Alexis Grinkovich, commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe. Ursula von der Leyen insiste. L'Ukraine doit avoir la liberté de choisir son destin. Elle a choisi un destin européen. Macron convoque une visioconférence d'État soutenant Kiev, tandis que les dirigeants européens se retrouvent en Angola. Le président turc Recep Tayyip Erdogan tente d'agir en médiateur et doit s'entretenir avec Vladimir Poutine. En Ukraine, la guerre continue. Une attaque de drones russes a fait au moins 4 morts à Kharkiv dans la nuit de dimanche. À Genève, la diplomatie avance. Reste à savoir si Moscou acceptera les conditions de Kiev. Et enfin, au cœur du Sri Lanka, la forteresse de Sigiriya se dresse comme un mirage de pierre sculpté sur un rocher volcanique vieux de 2 millénaires. Entre fresques mystérieuses, jardins suspendus et panoramas tropical, ce site classé à l'UNESCO révèle un pays où la nature luxuriante ne se contente pas d'entourer l'histoire. Elle la façonne, l'abrite et la fait encore vibrer aujourd'hui. Un reportage, Mike Jamous. L'UNESCO, Sigiriya, souvent surnommée la forteresse dans le ciel, est sans doute l'une des merveilles les plus fascinantes de l'île. Également appelée le rocher du lion, elle doit son nom à l'énorme lion sculpté qui se dressait autrefois à l'entrée du palais, situé au sommet de cette impressionnante colonne de pierre de près de 200 mètres. Au pied du rocher, l'ingéniosité du passé se révèle aussi à travers les somptueux jardins d'eau, les jardins de fontaines, les pavillons d'été, les jardins de rochers et les cavités naturelles, formant un ensemble paysager unique au monde. Sigiriya n'est pas seulement un monument, c'est une cité royale, perchée entre ciel et terre, une vraie prouesse architecturale et une page vivante d'histoire. La route nous mène ensuite vers le village d'Iriwaduna, véritable immersion dans la campagne sri-lankaise. L'expérience se conclut autour d'un déjeuner sri-lankais authentique préparé dans une maison du village, un moment simple, chaleureux et profondément humain. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.